Alors cette thèse, elle a été dirigée par Vianney Pichereau, qui est professeur à l'Université de Bretagne occidentale, et encadrée par Jean Laroche et moi-même ici au CEDRE. Donc la présentation va se faire sur une petite trentaine de minutes. Suite à sa présentation, eh bien, écoutez, ça sera le jeu des questions-réponses. Donc n'hésitez pas au cours de la présentation de Jennifer de prendre des notes ou relever les points que vous aimeriez discuter plus tard. Et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Jennifer, si tu es prête, je te laisse la parole. Merci Stéphane. Donc merci à tous de vous être connectés pour voir un peu ce que j'ai fait au cours de ces 3 années de thèse. Donc mon titre de thèse, c'est Écologie du stress et qualité écologique de l'estuaire de Seine et des fleuves côtiers bretons, notamment via une étude spécifique des signatures environnementales et moléculaires chez une espèce sentinelle, le flé européen. Donc après, voilà, Stéphane a un peu expliqué tout ce qui était encadrement et financement, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, en préambule, il faut que vous ayez en tête que d'établir un diagnostic de l'état écologique des écosystèmes et plus particulièrement des estuaires, ça reste un exercice difficile encore à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour déterminer l'état écologique d'un système, il faut regarder la qualité de la structure de cet écosystème, donc de l'estuaire, et son fonctionnement en général. Donc ça, c'est une définition de la directive cadre sur l'eau. Et donc pour ça, en fait, il y a plusieurs critères qui sont évalués. Donc les communautés, donc les espèces qui sont présentes dans le système, la biologie, donc l'état de santé entre guillemets de ces espèces, l'état physique et chimique du milieu, mais aussi son état sanitaire et s'il est capable d'assurer les fonctions qu'il doit assurer. Et donc en fait tout ça, ça permet de définir ce qu'on appelle le bon état écologique et donc d'essayer d'avoir un état de référence qui va être un état idéal, un système idéal. Sauf que dans l'environnement, en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça parce qu'on n'a pas un état écologique parfait, parce qu'en fait, on va avoir des stresseurs, donc en fait, c'est des facteurs environnementaux qui, quand ils sont présents dans le milieu, ils vont induire chez les organismes qui y vivent une altération de leur physiologie et une baisse de leur fitness. Donc leur physiologie, c'est le bon fonctionnement de leur organisme, et leur fitness, c'est leur capacité à survivre dans le milieu et à produire des descendants. Et donc tout ça, ça va être associé donc à la démographie, la population, l'urbanisation, l'industrie, l'agriculture, et bien sûr le changement climatique qui va avoir un effet global en plus. Et en fait, on ne va pas avoir qu'un seul stresseur dans l'environnement, en fait, on va en avoir plusieurs, donc des stresseurs multiples, et donc on parle de multistress. Moi, c'est vraiment le terme que je vais utiliser au cours de ma présentation. Et en fait, c'est des stresseurs qui vont interagir en même temps au sein d'un même système. Donc, au cours de la thèse, on a développé plusieurs outils. On a fait de l'écotoxicologie et de l'écologie du stress pour définir l'état des systèmes qu'on étudie. Donc, l'écotoxicologie, ça étudie les conséquences écologiques d'une pollution environnementale sur un écosystème. Alors, donc ça englobe des substances toxiques qui interagissent souvent entre elles, et elles interagissent avec les stresseurs naturels, comme la température, la salinité, le pH, l'oxygène, qui eux varient de manière naturelle et normale, et on a les substances toxiques qui se rajoutent. Et l'écologie du stress, en fait, c'est plus global, plus général. Le but, c'est de comprendre et de prédire les effets du multistress, donc des différents stresseurs qui s'accumulent, sur les écosystèmes. Et donc ça reflète la nature des stresseurs, mais aussi leur intensité, la durée d'exposition et la capacité du système à réagir face à ces stresseurs. Et donc c'est pour ça qu'on va plutôt avoir une étude multidisciplinaire qui distingue les pollutions d'origine humaine des facteurs qui sont naturellement variables. Voilà. Et donc pour vraiment évaluer l'impact de ces stresseurs sur l'environnement, on peut faire soit de la biosurveillance ou ce qu'on appelle aussi biomonitoring. Donc c'est-à-dire qu'on va mesurer les effets in natura, donc dans le milieu qu'on étudie, les effets du multistress sur des espèces qu'on appelle des espèces sentinelles, c'est-à-dire qu'elles sont spécifiques à leur milieu, elles y restent, et en fait, je développerai après un peu plus le concept d'espèces sentinelles. Et donc ça va nous permettre de poser un diagnostic.
C'est un peu comme quand on va chez le médecin, qu'on est malade et qu'on cherche à savoir qu'est-ce qu'on a comme maladie. C'est exactement ça. Donc on a la biosurveillance passive, donc là on va échantillonner des espèces indigènes, donc qui vivent dans le milieu, pour étudier les effets de leur environnement sur leur physiologie et leur biochimie. Et on a la biosurveillance active, où là en fait on va déplacer des organismes d'un site de référence, donc un site peu stressé, peu pollué, vers un site stressé pour là quantifier les réponses physiologiques et chimiques et biochimiques des organismes. Donc, qu'est-ce que moi j'ai vraiment étudié au cours de ma thèse? Donc en fait, on est parti de l'hydrosystème vers l'estuaire. Donc en fait, l'hydrosystème, quand on a des précipitations, en fait, on va avoir ce qu'on appelle une ligne de partage des eaux, où les eaux, les précipitations, les pluies, vont ruisseler vers l'eau douce. Et donc ça ferme des cours d'eau, et c'est ce qu'on appelle l'hydrosystème. C'est l'ensemble des eaux de surface, des eaux douces, dans un bassin versant. Et ensuite, on va avoir les eaux de transition, donc la partie vraiment estuarienne, c'est là où on va avoir les eaux saumâtres qui vont aller vers la mer et l'océan, donc les eaux côtières. Et donc voilà, là en rouge, on a les limites du bassin versant, et donc c'est vraiment toute cette partie-là que dans ma thèse on a étudiée, et pas seulement l'estuaire, parce qu'en fait il faut comprendre ce qui se passe plus haut pour savoir ce qui se passe au niveau de l'estuaire. C'est un entonnoir en fait. Voilà. Et au niveau de l'estuaire, enfin du bassin versant en général, on va avoir plusieurs pressions d'origine humaine, donc l'agriculture avec l'élevage, tout ce qui est pisciculture, aquaculture, l'urbanisation. On a énormément de grosses villes en bord de fleuve ou le long des côtes. On a aussi des industries, et puis bien sûr, comme je l'ai dit en introduction, le changement climatique. Et donc tout ça, en fait, ça va être source de pollution, de stresseurs qui vont arriver dans les cours d'eau et dans l'estuaire. Et c'est là qu'en fait, l'espèce que moi j'étudie va être impactée et va avoir les stresseurs, l'ensemble des stresseurs vont entraîner une diminution de la fitness, impacter l'état de santé du poisson qu'on étudie. Donc ce poisson, c'est le fleuret européen. Donc c'est un petit poisson plat qui vit sur le fond, en fait, dans le sable, il s'enfouit. Et en fait, l'intérêt de cette espèce, c'est que c'est une espèce qui est complètement estuarienne. Elle va passer toute sa vie dans l'estuaire. Donc les adultes se reproduisent plutôt en partie marine. Je ne sais pas si on voit trop mon pointeur ici. Et après, en fait, les juvéniles, les jeunes, vont remonter dans l'estuaire et vont y vivre. Et en fait, ils vont y rester 3-4 ans, 2-3 ans, et après ils repartent. Et c'est aussi une espèce qu'on retrouve en fait partout, du sud de l'Espagne jusqu'au nord de la Norvège, donc sur toute la façade atlantique et sur la plupart des côtes françaises. Donc en fait, on va pouvoir mener des études un peu partout en France. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une espèce sentinelle. C'est parce qu'elle est inféodée à son milieu et on la retrouve partout. Et donc elle va permettre d'évaluer le statut écologique des milieux estuariens. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait avec les poissons qu'on a étudiés? En fait, on a fait plusieurs mesures. On a fait des traits de vie, des biomarqueurs, aussi des approches moléculaires. Donc, pour reprendre un peu l'image de quand on va chez le médecin, eh bien voilà, on est malade et donc le médecin il nous fait faire des tests pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et bien là, c'est pareil. On prend un système peu stressé et on fait différentes mesures sur différents organes du poisson, donc son cerveau, les otolithes, le muscle, le sang, le foie. Et en fait, on fait les mêmes dans le système qui est stressé. Et en fait, on va comparer dans le système peu stressé et dans le système stressé. Et souvent, on voit une altération, une dégradation des mesures qu'on a fait sur les différents organes. Donc, là, pour clarifier un peu vraiment qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc le plan et les questions scientifiques les principales de ma thèse, on va dire. Donc, on a étudié un grand système estuarien, donc celui de la Seine. Et donc voilà, pour que vous le situez sur la carte. Donc la Seine, c'est un système qui est connu pour être soumis à un cocktail de polluants et à du multistress. Hein, ça s'est étudié depuis très longtemps, on connaît. Donc on a essayé de faire en fait un suivi plus récent.
Mais je ne vais pas vous présenter ça aujourd'hui. Je vais surtout en fait, vous présenter l'impact d'une pollution accidentelle sur le flé donc à micro-échelle grâce à la surveillance active. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a eu l'incendie des usines Lubrizol et nous, on a encagé des flés pour voir l'impact de cet accident sur la Seine. Et le gros travail de ma thèse, en fait, a été plutôt divisé entre Lubrizol et les petits systèmes que vous voyez là sur la carte ici en Bretagne, où en fait on a essayé de développer nos méthodes, de les optimiser, parce qu'en fait l'intérêt des petits estuaires bretons, c'est qu'il y a une faible variabilité spatiale, on a du multistress, mais c'est moins varié, ça nous permet un peu de cibler nos outils. Et aussi, on a moins de différence entre nos poissons parce qu'ils vivent à une plus petite échelle. Donc le but, c'était de savoir s'il était possible de vraiment déterminer la qualité écologique des estuaires par une approche multidisciplinaire et de développer des approches moléculaires. Donc ça, je vous expliquerai un peu plus en détail en quoi ça consiste. Et puis un petit bilan, petite conclusion. Donc voilà le déroulé de la présentation d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, quels sont les impacts d'une pollution accidentelle sur le flé en Seine grâce à la biosurveillance active? Donc je vous l'ai dit, alors oui, donc cette étude a fait l'objet d'une publication dans Marine Pollution Bulletin. Et donc le but, voilà, c'était d'évaluer l'impact de cette pollution accidentelle sur la qualité de l'eau, là vraiment. Donc voilà, il y a eu un incendie dans les usines Lubrizol et Normandie Logistique. Et donc on a mis en place une expérience de cadging, c'est-à-dire qu'on a on a encagé des juvéniles de flé à proximité du lieu de l'accident pour évaluer l'impact de l'accident. Et on s'est concentré sur les réponses moléculaires du flé, et plus particulièrement la protéomique. Donc pour recontextualiser un peu ce qui s'est passé, donc le 26 septembre 2019, il y a eu un gros incendie dans des entrepôts de stockage. Et cet incendie a entraîné une pollution accidentelle. Donc il faut savoir que Lubrizol, c'était un site classé Seveso, avec production, stockage et transport de produits chimiques. Et en fait, il y a eu à la fois des déversements des produits stockés et aussi des dérivés de la combustion. Et donc il y a eu plus de 2000 mètres cubes d'eau d'extinction qui ont ruisselé. Et il faut savoir que comme c'était un incendie de produits chimiques, en fait les pompiers ont dû utiliser des mousses d'extinction qui ont aussi ruisselé suite à l'incendie. Par contre, ce qui a été fait, parce que le plan contre la pollution qui a été mis en place, en fait, a fait que la pollution, donc ici on a Lubrizol, donc en rouge, en fait la pollution, la plupart des eaux polluées ont été confinées dans le bassin au bois, qui est juste à côté ici, et les eaux ont été pompées et traitées, ce qui a quand même limité les déversements vraiment dans la Seine. Et donc on a eu plus de 150 mètres cubes de polluants purs qui ont été pompés grâce à ce plan qui a été mis en place. Par contre, on a quand même remarqué une forte mortalité piscicole, donc on a eu pas mal de poissons qui sont morts suite au ruissellement des eaux contaminées quand même. Donc pour le cadging, l'encagement des juvéniles de flé, donc en fait on a pris, si vous voyez au niveau des tables là, en Canche, en fait on a pris, c'est notre système de référence, il est moins pollué que la Seine, donc en fait on a pris des individus en Canche qu'on a encagés en Seine à côté du lieu de l'accident et en Canche. Donc voilà le système, en fait vous avez des petites cages en métal avec une trentaine de flés, elles sont fixées sur le fond et comme ça nous permet de garder vraiment les individus sur le site que l'on cherche à étudier. Et en fait ça a été un peu une opportunité exceptionnelle cet incendie, donc je m'explique. C'est qu'en fait, en janvier 2017, Élodie Borsier, donc celle qui était en thèse avant moi, a réalisé une expérimentation de cadging à Rouen, à 10 km du lieu, de Lubrizol, du lieu de l'incendie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand, en 2019, on a eu l'incendie, et nous, en novembre, on a réussi à déployer les cages et à les mettre en place dans les mêmes conditions qu'en 2017. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'on a pu comparer avant et après l'incendie. Donc avec une expérimentation identique. Et donc en fait on a un T0 d'avant la pollution. Et en fait c'est très rare
dans tout ce qui est étude des pollutions accidentelles, de pouvoir comparer le site avant et après la pollution accidentelle. Et c'est là l'intérêt en fait de cette étude. Donc quand on compare les individus en Seine par rapport en Canche, donc là je vais vous faire rapidement les biomarqueurs qui ont été mesurés. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être un peu compliqué, mais c'est pour que vous ayez un aperçu en fait des résultats qu'on a eus et des conclusions qu'on en a tirées. Donc en fait on a mesuré donc, des biomarqueurs spécifiques dans le cerveau et dans le foie des poissons qui reflètent la neurotoxicité surtout et une contamination aux polluants. Donc c'est l'activité érode et de l'acétylcholinestérase. Et en fait, on voit que on a une neurotoxicité qui est apparue pour les poissons quand ils ont été encagés en Seine après l'accident par rapport à ceux en Canche, mais pas vraiment d'impact significatif des polluants. Et c'est parce qu'aussi en Seine, les poissons sont régulièrement habitués en fait à la pollution, donc ils s'adaptent très vite. Et donc on s'est demandé si avec la protéomique, donc le moléculaire, si on n'allait pas avoir une approche plus précise, plus fine avec ces outils-là. Donc en fait le moléculaire, c'est qu'on prend le foie du poisson, on en extrait toutes les protéines et on les quantifie. Donc on les identifie et on les quantifie. Et en fait, on regarde dans notre système qu'on cherche à étudier par rapport au système de référence, s'ils sont au-dessus ou en dessous. Et en fait, ça nous dit qu'est-ce qui ne va pas dans le poisson par rapport à notre système de référence. Donc, voilà, pareil, quelques chiffres. Donc, on a eu quand même beaucoup de protéines dérégulées pour les poissons qui étaient encagés en Seine. Mais ce qui ressort surtout, c'est qu'en fait, on a eu une dérégulation du métabolisme des lipides et plus particulièrement du cholestérol. Donc en fait, les poissons, après un mois encagés à proximité du lieu de l'incendie, se sont mis à faire du cholestérol, ce qui n'est pas vraiment bon signe pour les poissons. Donc, on a cherché, en fait, voyant ça, on a fait des dosages très précis du cholestérol, des triglycérides, des phospholipides, un peu comme chez l'homme, hein, vraiment. Et en fait, on voit qu'on a vraiment une grosse augmentation de la synthèse du cholestérol. Donc, on voyait en fait en amont, les protéines nous disent qu'est-ce qui se passe en amont. Et en fait, on le voit après vraiment dans le muscle du poisson, donc voilà, qui fait du gras en fait, du mauvais gras. Les triglycérides aussi, mais pas vraiment les phospholipides. Et donc on a vraiment essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui avait induit le cholestérol chez nos poissons. C'est vraiment en fait une enquête, on remonte pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc là on s'est dit on va doser spécifiquement certains polluants. Alors les hydrocarbures, les PCB, mais eux ils sont classiquement retrouvés en Seine, voilà, du fait du passé industriel tout le long de la Seine, et notamment à Rouen et au Havre, voilà, c'est connu. Donc il n'y a pas eu vraiment de contamination en plus après l'incendie, notamment parce qu'au fait, au final, la rétention dans le bassin en bois a été très efficace. Et donc on s'est demandé si c'était pas plutôt lié aux mousses d'extinction des pompiers qui contiennent en fait des retardateurs de flammes pour éteindre spécifiquement les incendies chimiques. Et en fait, au final, il n'y avait pas de contamination avec les PFAS, donc ce qui est les retardateurs de flammes. Donc là, on ne savait plus trop qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quoi. Donc, quels autres polluants auraient pu déréguler le métabolisme du cholestérol dans nos poissons? Et c'est là qu'on a eu l'idée de regarder au niveau de la station d'épuration de Rouen. En fait, ils font régulièrement, enfin, ils sont tenus de faire des analyses d'eau et des boues des stations d'épuration. Et en fait, c'est là qu'on a vu qu'il y avait une contamination des eaux par les dioxines et les furanes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, l'hypothèse qu'on émet, c'est que quand il y a eu l'incendie dans l'usine et dans les entrepôts de stockage, il y a eu en fait tout un panache de fumée, donc des dérivés de la combustion qui, en fait, eux, sont des dioxines et des furanes. Et en fait, ce panache de fumée, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais aux informations, on avait entendu quand même qu'il y avait eu un gros panache au-dessus de la ville de Rouen. En fait, après, il s'est déposé, ça a été lessivé par la pluie, en fait. Et ça a ruisselé jusque dans la Seine. Et ça, en fait, ça n'a pas pu être contenu parce que c'est arrivé plusieurs jours après. Et en fait,
l'hypothèse qu'on émet vraiment, mais voilà, c'est que ça aurait contaminé les gamards, donc les petits crustacés dont se nourrissent les flets. Et donc comme eux, ils sont coincés dans les cages, ils se nourrissent de ces petits crustacés et ils sont contaminés. Sachant qu'en fait, les dioxines et les furanes n'impactent pas ces petits crustacés, ils sont très résistants. Mais par contre, donc ils les accumulent et après les poissons, quand ils les mangent, bah, nous, là, on voit la perturbation au niveau du poisson. Donc c'est vraiment ce qu'on en a déduit grâce à cette étude. Donc pour conclure, en fait, donc voilà. Donc il y avait une première étude de Fisson et de ses collaborateurs qui avaient fait un biomonitoring, donc ils avaient encagé aussi des crevettes avec des analyses de chimie et des analyses sur les crevettes, mais c'était quasi juste après l'incendie, et donc ils n'avaient rien vu. En fait, ils ont démontré une toxicité réduite de la pollution accidentelle avec peu ou pas d'impact sur les organismes. Donc la pollution était très peu visible via leur étude. Mais nous, en fait, on est arrivé un peu plus tard avec notre cadging qui a duré plus longtemps. Donc on a fait les mêmes analyses de chimie, mais on a fait la protéomique en plus, c'est ça qui différenciait. Et c'est que surtout, en fait, comme on est arrivé plus tard, on a pu voir l'impact du retombé du panache de fumée, en fait. Et donc, d'où la pollution par les dioxines et les furanes, qui sont connus pour quand on contamine précisément des organismes à ces toxines-là, qui font du cholestérol, enfin en tout cas les lipides sont dérégulés. Et donc voilà, donc grâce au moléculaire, on a pu mettre ça en évidence. Et donc en fait, l'expérimentation d'encagement en fait permet de caractériser, couplé avec du moléculaire bien sûr, permet de caractériser la qualité de l'eau d'un estuaire à micro-échelle, hein, vu qu'on étudie vraiment un site donné où sont encagés les poissons, et que ça marche aussi dans le cadre d'une pollution accidentelle. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette première partie de ma présentation. Et donc maintenant, en fait, comme on a longtemps travaillé sur la Seine, donc je ne vous ai pas présenté ces données parce que voilà, c'était un peu classique, on va dire. Là, l'originalité avec Lubrizol, c'est vraiment ce qu'on a pu démontrer grâce au moléculaire au cadging. Mais on a développé plein d'autres outils. Et comme je le disais, la Seine, c'est un grand système. C'est compliqué de tout comprendre. Donc là, on est passé à une échelle plus petite, donc des petits systèmes bretons. Donc comme vous voyez sur la photo, c'est beaucoup plus petit. Et l'idée, c'était de savoir si on pouvait là, pas seulement évaluer la qualité de l'eau, mais carrément la qualité écologique d'un estuaire, donc d'un milieu, grâce à une approche multidisciplinaire. Donc voilà, les systèmes qu'on a étudiés en Bretagne, qu'on appelle des petits fleuves côtiers. Donc c'est vraiment petit, hein. C'est des bassins versants de 69 à 420 km² pour les plus gros. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'aussi, ils sont tous localisés dans une même région. Donc nous, pour l'échantillonnage, c'est plus pratique. Et on ne va pas avoir de grosses différences climatiques, notamment. Et on a choisi ces systèmes parce qu'a priori, ils avaient des niveaux de stress contrastés. Donc l'idée qu'on en avait avant l'étude, on s'est dit ils sont assez différents pour voir si notre gamme d'outils est efficace sur différents stresseurs. Donc on va avoir toute la partie Finistère Nord avec donc le Léon avec énormément de cultures légumières et de l'élevage. On a le Gouessin, donc la baie de Saint-Brieuc, où là on a plutôt des cultures céréalières et de l'élevage porcin. La Dauphine, où là on a un passé industriel un petit peu, avec des mines de plomb argentifère, et surtout beaucoup de pisciculture. On a Noyalo qui est en périphérie de Vannes, qui est très touristique l'été et donc qui est fortement urbanisé. Et puis la Veine et le Scorff qui sont a priori peu anthropisés, donc peu stressés. Donc voilà l'idée qu'on avait au départ et on développe notre approche multidisciplinaire pour voir si on arrive à avoir des précisions et si on était dans le vrai ou pas. Et aussi, l'idée, c'était de définir un système de référence peu impacté par les stresseurs parce que, à l'heure actuelle, avec toutes les activités humaines qui sont à proximité des cours d'eau ou des estuaires, il est très difficile d'avoir un système de référence dit propre, en fait. On va plutôt chercher un système peu impacté. Donc, en fait, notre méthode, on est vraiment parti sur un système en entonnoir, en fait, avec des observations in natura du milieu naturel. Et donc là, on a essayé, si vous vous rappelez en introduction, dans le bassin versant, il y a énormément d'activités humaines qui ont lieu. Donc là, on va essayer de les caractériser précisément et c'est là que du coup intervient la géographie.
Donc en fait, avec des géographes, on a développé des métriques pour déterminer les usages des sols dans les bassins versants qu'on étudie. Ensuite, on s'est orienté vraiment vers la qualité de l'eau dans ces bassins versants, donc des cours d'eau vraiment. Et donc là, c'est l'hydrobiologie. Donc on a récupéré des données historiques sur 20 ans et on a regardé l'évolution de la qualité de l'eau dans ces cours d'eau. Ensuite, on a fait de la chimie, donc sur les sédiments, donc les vases et les sables de ces cours d'eau, et sur le biote, donc le vivant, nos poissons. Donc voilà, tout ce qui est classique, hydrocarbures, PCB, métaux et pesticides, vu qu'on est en Bretagne, on a quand même les pesticides assez importants. Là, on a étudié le poisson, donc à peu près les mêmes méthodes que ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le lubrizol. On en a développé des nouvelles, mais voilà. Et donc l'idée, en fait, c'est de produire ce qu'on appelle des marqueurs de diagnostic pour identifier nos senseurs et les hiérarchiser au sein de chaque système. Donc vraiment comme quand on est malade, on a des tests particuliers, hein, par exemple la glycémie pour ceux qui ont du diabète. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc comment ça s'est passé? En fait, on fait de la pêche électrique, donc on va échantillonner des juvéniles de flets en septembre-octobre, donc à la fin de la période estivale, sachant que comme on a des petits cours d'eau, la période estivale, c'est que ça peut être assez stressant, que ce soit par l'augmentation des températures, par certains épandages, donc voilà. C'est aussi pour ça qu'on a choisi là. Et donc on fait notre approche multibiomarqueur, donc notre batterie de tests sur nos poissons, et on va comparer en fait nos résultats dans les 11 estuaires bretons qu'on regarde pour voir qui va bien et qui ne va pas bien. Donc vraiment, l'état de santé du poisson va refléter l'état de santé du système dans lequel il vit. Donc ça fait l'objet d'un premier papier, donc dans Science of the Total Environment. Donc le but, c'était de définir un diagnostic de l'état écologique de 5 petits estuaires échantillonnés en 2018. Donc c'est vrai que, en fait, donc moi j'ai fait 3 années de thèse, mais j'étais en contrat avant à l'université, donc c'est pour ça qu'il y a des données un peu plus anciennes. Et en fait, voilà, comme on avait 11 systèmes, c'était très compliqué de tout échantillonner d'un coup, donc on a découpé. Donc on en a fait 5 en 2018 et 6 en 2020. Donc le but, c'était de mesurer l'impact du multistress sur le poisson, d'identifier les stresseurs, donc qu'est-ce qui rend malade notre poisson, et encore de développer les outils moléculaires. Voilà, parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec Lubrizol que c'était quelque chose de très pertinent, de très intéressant. Donc, on a continué sur nos petits systèmes bretons. Et donc, l'idée, c'est de caractériser la typologie des petits estuaires, donc de vraiment définir qu'est-ce qui ne va pas dans ces systèmes. Et donc, la deuxième partie, avec les 6 systèmes échantillonnés en 2020, donc ça, c'est un papier qui est soumis dans Environmental Pollution, il est en cours de révision, ça ne devrait pas tarder, on est assez optimiste. Et donc là, on a continué toujours le moléculaire, mais c'est que surtout là, on s'est intéressé à des bassins versants qui sont très proches. Si vous reprenez la carte, en fait, c'est tous ceux qui sont dans le Finistère Nord et qui sont adjacents, où en fait, ils ont l'air d'être tous soumis au même stresseur, et donc on va essayer de voir si on arrive à les ségréger ou pas, vu qu'ils ont l'air a priori identiques. Donc la géographie, en fait, on a développé une vingtaine de métriques, mais en fait, on les a pas toutes gardées. On a gardé celles-là parce que certaines étaient soit redondantes, soit compliquées à mettre en place, soit pas identiques entre chaque système. Et comme l'idée, c'est de tous les comparer, si pour un système, on a des données très précises, mais pour l'autre, des données qui sont moins précises, bah, ça va pas être possible de comparer. Et donc, on a gardé des métriques qui permettent de définir la pression agricole, avec notamment les pesticides, le bétail avec le nombre de têtes de bétail pour l'élevage, les surfaces agricoles et aussi le bocage. Parce qu'on s'est rendu compte que les haies entre les champs permettaient aussi de limiter la pollution aux pesticides. On va avoir aussi tout ce qui est pression urbaine et industrielle avec la densité de population, les surfaces urbanisées, etc. Et puis, des métriques qui permettent de définir le bon état écologique, donc la proportion de milieux naturels, les forêts, les prairies, et aussi la ripiscible, donc c'est les forêts en bord de cours d'eau qui vont permettre de faire tampon une fois encore et de limiter les pollutions dans le cours d'eau.
Et donc tout ça va nous donner déjà une première idée des systèmes les moins impactés parmi ceux qu'on étudie. Donc l'hydrobiologie, donc là on a eu pareil, énormément de données différentes sur tous nos cours d'eau, mais du fait de la problématique bretonne qu'on a, on s'est concentré sur les nitrites et les nitrates dans l'eau. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des systèmes quand même qui sont plus chargés en azote que d'autres. Donc par exemple pour tout ce qui est nitrite, ça va être le dysfonctionnement des stations d'épuration notamment, avec surtout Noyalo qui en été, en fait le cours d'eau est simplement alimenté par ce qui ressort de la station d'épuration, donc ça va clairement impacter nos poissons. Et pour tout ce qui est nitrate, ça va être lié à la fertilisation des sols, notamment en zone légumière, et c'est tous ceux du Finistère Nord qui vont essentiellement ressortir, donc là sans surprise. Concernant tout ce qui est polluant, donc là on a fait des dosages d'hydrocarbures dans les sédiments. Et en fait, on a certains systèmes qui vont ressortir, notamment parce qu'il va y avoir énormément de trafic routier à proximité. Donc c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à des pollutions aux hydrocarbures comme on peut avoir en Seine, vu qu'il y a une forte industrialisation, mais alors voilà pareil, ça ressort, mais c'est on va dire 3 fois moins qu'en Seine, hein. Voilà. Mais c'est parce que voilà, va y avoir une voie express ou un pont à côté, donc pareil, on précise au fur et à mesure ce qui se passe au sein de chaque système. On a aussi regardé les métaux parce que on a un système où il y avait donc justement celui de la Dauphine, où en fait il y a des anciennes mines de plomb argentifère, mais ça permet aussi de connaître la nature du sous-sol. En fait, on a en Bretagne certaines veines de métaux qui passent du fait de la nature des sous-sols, c'est comme ça. Donc pour la Dauphine, voilà, multicontamination métallique, mais là c'est lié au passé minier du bassin versant. Voilà, donc l'activité minière. Donc là, on a aussi, donc ça c'est un marqueur que je ne vous ai pas encore présenté, donc on a pris l'otolithe du poisson, donc c'est son oreille interne, et en fait c'est une petite pièce calcifiée de calcium qui va grandir en même temps que le poisson, donc un peu comme les cernes d'un tronc d'arbre en fait. On a une cerne qui apparaît tous les ans, là c'est pareil, et en fait on a fait des mesures d'éléments dedans qui nous renseignent sur la qualité de l'eau et sur ce qui va être enregistré par le poisson, incrémenté au cours de sa croissance en fait. Et donc on s'est concentré sur le manganèse, qui est un marqueur utilisé depuis très longtemps, qui révèle les phénomènes hypoxiques. Donc quand il y a une baisse d'oxygène dans l'eau, ce qui est vraiment pas bon pour le poisson du coup, et donc on va avoir plusieurs systèmes donc, où on va avoir ces phénomènes hypoxiques, donc soit parce qu'ils vont être chargés en azote, notamment pour le goétin, c'est ça, vu qu'on a énormément de marées vertes dans ce système, ou alors ça va être des systèmes où il va faire un peu plus chaud l'été, c'est le cas du Scorf et de Noyalo. Donc voilà, ça nous permet d'avoir encore plus des informations. Et le strontium, là, ça va nous renseigner plutôt sur où se situe le poisson, s'il est plutôt dans des environnements salés, donc en bas d'estuaire, ou sur des environnements d'eau douce, plutôt en haut de l'estuaire. Donc ça, c'est plutôt pour la vie du poisson, nous, pour interpréter nos résultats derrière, en fait. Voilà. Et donc sur l'otolithe, on fait aussi des isotopes stables, donc sans rentrer dans les détails, parce que ça peut être un peu technique, mais en fait, on mesure le delta-C13 qui là nous renseigne sur le taux métabolique du poisson. Donc si on a des valeurs très négatives ici encadrées en rouge, on a du delta-C13 qui s'accumule et en fait c'est une augmentation du métabolisme en réponse au multistress. Donc c'est un peu quand vous êtes stressé, votre rythme cardiaque, tout ça va augmenter et là le poisson c'est à peu près pareil. Donc en fait tous les individus qui vont être ici vont être très stressés et ici ils vont plutôt être tranquilles, ça se passe bien. Voilà. Donc, voilà. Et les lipides aussi, on s'est rendu compte que c'était notamment vous l'avez vu avec l'ubrizol, le cholestérol et tout ça, ça pouvait être un marqueur intéressant à développer. Donc là on a regardé, donc il faut savoir que le fly c'est pas un poisson gras, c'est pas comme le saumon, il va pas faire des grosses réserves de gras, donc on a très peu de gras. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'en regardant spécifiquement les différentes catégories de lipides, qu'en fait, les poissons, donc c'est au niveau de la Dauphine, où en fait il va y avoir la pisciculture, et nos poissons vont faire du gras, ils vont stocker.
Et donc, en fait, on en déduit que c'est lié à en fait, toutes les granules qui sont distribuées aux poissons de pisciculture, qui sont très riches en lipides pour booster la croissance du poisson. En fait, ces granules ne sont pas complètement mangées par les poissons de la pisciculture, mais sont mangées aussi par les proies, dont vont se nourrir les flets derrière. Et en fait, ils vont faire un peu de gras. Voilà. Par contre, au niveau des systèmes peu eutrophisés, donc les systèmes où ça va bien, notamment la veine, eh ben, les poissons ne font pas de gras. Voilà. Et voyant ça, on a poussé l'analyse plus loin, et pas seulement en regardant les classes de lipides, mais les acides gras. Et donc ça, c'est une méthode qui était toute nouvelle pour nous sur le flé, mais à l'IUM, on a la plateforme Lipide Océan qui est très performante et qui nous a aidé à faire ça. Et donc, on obtient ce genre de résultat. Pareil, assez compliqué, mais je vais simplifier. Donc voilà, ça, c'est tous les acides gras qu'on mesure. Et en fait, les acides gras polaires, ils reflètent vraiment l'état, la physiologie du poisson, son fonctionnement. Et en fait, ici, au niveau de la veine, on va dire qu'on a tout ce qui est bon lipide, tout ce qu'on va retrouver classément dans l'huile d'olive, pour schématiser. Donc, c'est des bons acides gras, c'est les oméga 3, les oméga 6. Et ici, au niveau de la dauphine, ça va être des mauvais acides gras, ce qu'on retrouve dans le beurre, vraiment ce qui ne va pas quand on en mange trop, quoi, en gros. Et notamment aussi des acides gras spécifiques à la pisciculture. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant avec cette figure, c'est qu'on voit un gradient de la veine où tout va bien, et la dauphine qui, en fait, s'avère être un des systèmes les plus stressés pour nos poissons. On voit vraiment un gradient dans la composition lipidique du poisson, mais aussi un gradient qui reflète l'état de santé du poisson. Donc on était très contents quand on a développé cet outil d'avoir quelque chose d'aussi précis et qui nous renseigne vraiment très bien sur ce qui se passe dans nos poissons. Et notamment, par exemple, pour le goéland, on a un acide gras spécifique aux cyanobactéries, et en fait c'est un système où il va y avoir 2 barrages successifs et où des cyanobactéries restent du fait de la rétention d'eau. Donc voilà, on a réussi à avoir des choses très fines, très précises, et donc on était assez contents. Et donc en fait, voilà, avec toute cette masse de données, voilà, c'est pour que vous voyez, c'est vrai que c'est peut-être difficile pour vous à digérer, j'en suis désolée, mais c'est pour que vous voyez en fait vraiment l'ensemble des outils qu'on a développés. Hein, donc c'est pour ça que 3 ans, c'était vraiment, enfin même pas assez vu que je continue encore en contrat actuellement. En fait, on intègre l'ensemble de ces données, donc que vous voyez ici, donc en rouge la biologie, ce qui a été mesuré sur le poisson, en rose la chimie, en bleu l'hydrobiologie et en vert la géographie, d'où l'intérêt d'une étude multidisciplinaire, parce qu'on voit très large comme ça. En fait, on intègre ces données et on peut hiérarchiser vraiment les différents stresseurs. Et ça nous donne ce genre de diagramme que je vais vous expliquer après, où on peut vraiment dresser une typologie précise de nos systèmes. En fait, on va avoir, voilà, j'affiche tout comme ça, ce sera un peu plus clair. En fait, du fait du schéma à côté où on a nos flèches, des marqueurs qu'on a mesurés, et à côté nos poissons et le système d'où il vient, on va voir que dans l'ordre, voilà, c'est très agricole, le goéland aussi. Là, c'est plutôt modéré, en rouge, enfin, c'est intensif, mais moins que pour l'orne. Pareil pour l'impasé, l'agriculture est encore modérée. Et donc, la dauphine, c'est plutôt les pisciculteurs qui posent problème, et nos yallows, les steppes. Mais en fait, ce qu'il faut surtout que vous reteniez, c'est qu'on a réussi à avoir ici en vert un système qui se détache vraiment des autres, qui est où les poissons, c'est pas parfait, hein, il a aussi des stresseurs, mais ils sont vraiment beaucoup moins impactés que ceux des autres systèmes qu'on étudie. C'est vraiment du relatif. Hein. Et donc, c'est là qu'on va avoir notre système de référence, donc la veine, et qu'on va développer la protéomique. En fait, partie de ça, on a développé la protéomique. Donc, je vous disais tout à l'heure, la selle, on comparait à la canche, et bien là, en fait, on va comparer tous nos autres systèmes étudiés à celui de la veine. Et on va voir qu'est-ce qui ne va pas dans les poissons de tous nos autres systèmes par rapport à la veine. Et donc pareil, ça nous fait des milliers de protéines à analyser, et donc j'allais pas tout vous présenter, donc on a ciblé des catégories, et en fait on s'est rendu compte que notamment tout ce qui était détoxification des polluants, hein, que ce soit les pesticides, soit les hydrocarbures, était boosté dans certains de nos systèmes, donc goéland, orne, yallow. On a aussi le système immunitaire qui était très dérégulé, hein. Toujours pareil, nous quand on est malade, c'est notre système immunitaire qui prend le relais, et bien là c'est pareil. Tout ce qui est réponse à l'hypoxie, donc c'est ce que je vous disais, dès que ça chauffe un peu dans le système ou qu'il y a trop de nitrites et de nitrates, voilà, l'oxygène baisse dans les cours d'eau. On disait aussi
le Gouessant qui a un barrage, en fait, ce barrage, donc il y a développement de cyanobactéries, mais ça va aussi faire une grosse poche d'eau qui va chauffer en été, et quand il relâche de l'eau, bah, elle est plus chaude, donc ça peut perturber le poisson. Pareil, tout ce qui va être donc, lié aux épandages azotés, en fait, on s'est rendu compte que ça va bouleverser le cycle de l'urée du poisson. Il faut savoir que le poisson ne produit pas d'urine, ça lui coûte très cher. Donc tous ces déchets azotés, en fait, il le rejette par ses branchies, sauf que quand il y a trop d'azote dans le milieu, il ne peut pas faire ça. Donc là, il est obligé de produire de l'urine, ce qui lui coûte cher en énergie. Et donc ça, on l'a vu dans les systèmes fortement eutrophisés. Et pareil, tout ça fait que quand le poisson est stressé, eh bien sa demande en énergie, elle est augmentée. Comme je disais, nous c'est pareil. Quand on est stressé, il faut qu'on puisse tenir. Et ben là c'est pareil pour le poisson. Et donc là en fait, ça nous montre qu'il y a vraiment le Gouessant qui ressort. Donc je disais la dauphine, mais aussi, mais là on a vraiment le jackpot entre guillemets pour le Gouessant. Et donc en fait, en plus du moléculaire, si on incrémente ça au diagramme de tout à l'heure, on peut être plus précis. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu plus compliqué, mais ça va nous permettre d'affiner notre diagnostic sur les estuaires. Et par exemple, je vous disais, la veine qui ressortait comme un système de référence, on s'est rendu compte qu'il y avait une protéine vraiment qui était dérégulée dans ce système-là, c'est l'arsénite méthyltransférase, et ça nous a mis en évidence une contamination à l'arsenic qu'on ne s'attendait pas. Alors, pareil, on voit, parce que comparé aux autres, on voit le signal, mais c'est pas non plus très dangereux. Enfin, il n'y a pas de seuil critique, on va dire. Mais en fait, l'hypothèse qu'on émet, c'est que on a une usine qui extrait des algues pour l'agroalimentaire, pour tout ce qui est gélifiant. Et en fait, après, ils ont ce qu'on appelle des bouts d'algues qui sont épandus pour fertiliser les sols. Sauf que le problème, c'est que les algues, en milieu naturel, pour fonctionner correctement, elles ont besoin de l'arsenic. Elles ont l'arsenic qui est utilisé. Sauf qu'en fait, dans ces bouts d'algues, l'arsenic reste et est fortement concentré. Et en fait, c'est épandu près de la veine. Et cet arsenic est biodisponible pour le poisson et ça va l'impacter un petit peu. Donc, il met en place un système pour aider à l'éliminer. Donc, vous voyez la subtilité vraiment des outils qu'on a. On arrive à détecter ce genre de problème dans un système. Donc voilà. Et donc le moléculaire nous permet d'avoir des potentiels nouveaux biomarqueurs, comme notamment celui pour l'arsenic par exemple. Et donc pour conclure sur cette approche multidisciplinaire sur les bassins versants bretons, en fait, il faut savoir que l'approche multidisciplinaire, donc qui combine géographie, hydrobiologie, chimie et biologie, eh bien en fait, elle est possible à différentes échelles spatiales et aussi à différentes échelles temporelles. Puisqu'en fait, le poisson, entre par exemple ce qui est mesuré sur l'otolithe qui correspond à la vie entière du poisson et ce qui est mesuré dans le foie, la protéomique qui correspond aux 3 derniers jours de la vie du poisson, va nous donner des échelles temporelles différentes et donc pouvoir être plus précis dans la nature et dans la temporalité des stresseurs. Et donc, voilà, donc à moyen terme, à court terme, et donc d'avoir une typologie très précise. Et le moléculaire, qui a vraiment été beaucoup développé là sur ces systèmes-là, donc transcriptomique, je n'en ai pas parlé, mais c'est surtout la protéomique qui nous a été très intéressant, ça va permettre d'être encore plus précis dans notre diagnostic de la qualité écologique du système. Et donc en fait, l'intérêt de tout ça, c'est d'orienter les futures stratégies de gestion et de restauration des écosystèmes. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que du fait d'avoir des systèmes plus petits comme ça, nous on s'est rapproché des gestionnaires de l'eau et des bassins versants. Et en fait, on a pendant 3 ans collaboré avec eux de façon très étroite pour, en fait, on leur présentait nos résultats, ils nous disaient ce qu'ils en pensaient, ce qu'on pouvait développer, comment interpréter tout ça, pour que eux après, ils aient vraiment des outils pour vraiment cibler les pollutions à limiter ou les systèmes à restaurer en priorité. Donc voilà, c'est vraiment un travail très intéressant de collaborer avec eux et de construire étape par étape notre projet. Et donc pour conclure, en fait, sur le grand estuaire, donc la Seine, on a surtout, ça je ne vous ai pas présenté parce que voilà, c'était plutôt un suivi de l'état de la Seine. On a vraiment vu que nos biomarqueurs classiques marchaient pour des suivis de pollution chronique, donc on a pu évaluer la qualité de l'eau de l'estuaire de Seine, mais que, en fait, quand on fait du cadging et de la protéomique,
Ça nous permet en fait aussi de pouvoir étudier et de suivre l'impact d'une pollution accidentelle, mais donc à micro-échelle, donc à l'échelle du site de la pollution, ce qui est déjà très bien. Et donc, ça ne nous a pas vraiment permis d'évaluer la qualité écologique de l'estuaire de Seine, mais plutôt de la qualité de l'eau et de son impact sur le poisson. Voilà. Et donc, la toute nouvelle approche qu'on a développée cette fois-ci en Bretagne, elle, sur les petits estuaires, où on va avoir surtout de l'eutrophisation, en fait, eh bien, donc on a pu faire un inventaire des gènes et des protéines du poisson, ce qui n'avait pas été fait avant non plus, et d'identifier vraiment et de hiérarchiser nos stresseurs. Et oui, et donc l'approche lipidique, avec notamment les acides gras, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on va continuer à développer parce que c'est tout nouveau, en fait, utilisé comme ça, comme bioindicateur de la qualité trophique du système. Hein. Et bien, en fait, tout ça permet d'avoir là, cette fois-ci, des outils de diagnostic de la qualité écologique et plus seulement de la qualité de l'eau. Ça reflète vraiment l'état du système en entier. Et donc, en fait, on voit qu'il y a quand même un impact et une vulnérabilité pour les espèces de poissons en Bretagne. Et donc voilà, ces outils vont permettre d'évaluer l'état des milieux, de les surveiller dans le temps, et après, pourquoi pas, de mettre en place des mesures de conservation et de gestion de ces systèmes. Oui, donc les perspectives, c'est vrai qu'on peut aller plus loin avec tout ça, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que voilà, on avait réussi à avoir un système de référence, sauf que les activités humaines, elles évoluent dans le temps. Donc en fait, il faut quand même soit chercher d'autres systèmes de référence, soit mettre en place la surveillance du système qu'on a déterminé comme peu impacté pour voir comment il évolue. On a vu aussi qu'on avait énormément de stress thermique et hypoxique, notamment à cause du réchauffement climatique. Et donc ça pourrait être intéressant de mettre en place des sondes in situ, donc des petites sondes qui mesurent en temps réel plusieurs paramètres qu'on souhaite étudier, donc température, pH, oxygène, pour avoir en temps réel savoir ce qui se passe dans nos cours d'eau. Pareil, on a développé un peu l'approche pesticide au cours de cette étude, mais c'est vraiment très compliqué parce qu'il faudrait faire, en fait, il y a une grosse diversité de molécules et les concentrations varient selon la saison, selon les pluies, et donc c'est très difficile d'avoir une idée de ce qui se passe précisément au niveau des pesticides, mais on pourrait mettre des échantillonneurs intégratifs passifs, donc c'est des petites membranes qu'on plonge dans l'eau, qu'on laisse 3 semaines, elles enregistrent tout ce qui se passe, et après on les prend, on analyse, on fait les analyses chimiques, et on rétro-calcule par rapport au temps qu'elles ont passé dans l'eau pour savoir vraiment quels pesticides ont été déversés et en quelle quantité. Et puis, voilà, je vous ai présenté toutes les signatures environnementales plus les signatures moléculaires et on a essayé de les confronter pour voir vraiment ce qui se passe, mais en fait on n'a pas vraiment intégré les données ensemble et ça c'est aussi ce qu'on fait actuellement, enfin ce que je fais avec un biostatisticien à l'heure actuelle pendant mon contrat, c'est vraiment d'avoir une analyse statistique globale pour voir ce qu'il en ressort. Voilà, il y a encore pas mal de boulot suite à la thèse. Et ce que j'ai développé aussi, notamment grâce au CEDRE et aux infrastructures qu'il y a ici, c'est une expérimentation animale afin d'évaluer l'impact d'un cocktail de pesticides sur le fait à des concentrations qui sont non létales pour le poisson. Donc je m'explique, c'est qu'en fait, du fait de cette problématique pesticide qu'on a eue vraiment en Bretagne, on a cherché à voir l'effet de ces pesticides sur le poisson. Et donc grâce au réseau Corpep qui fait des analyses d'eau régulièrement en fait dans plusieurs cours d'eau en Bretagne, on a pris les analyses d'eau dans l'Orne, qui est en fait notre système qui s'avère être aussi très stressé au niveau des pesticides, et on a sélectionné donc ces pesticides-là que j'ai encadrés en rouge, donc qui sont surtout des herbicides, donc le glyphosate, hein, très connu, la MPA qui est son sous-produit, donc qui est dégradé dans le milieu, et puis les produits dégradés du méthazachlore et du métolachlore, qui sont aussi des nouveaux herbicides et qu'on retrouve partout en Bretagne. Et donc en fait, on a cherché à évaluer l'impact de ce cocktail de pesticides sur le flé. Donc on a exposé les poissons pendant 1 mois à de l'eau contaminée à ces pesticides et qui sont quand même voilà, des doses non mortelles pour le poisson, hein, on n'a pas eu de mortalité, et qu'on retrouve dans les systèmes fortement agricoles. Et donc l'idée c'était là d'identifier les modifications spécifiques aux pesticides,
Donc en fait, en faisant l'expérimentation animale, en fait, on enlève tous les autres facteurs de stress et on se concentre seulement sur les pesticides pour essayer après d'affiner nos interprétations de la réponse du poisson par rapport aux résultats qu'on avait eu en milieu naturel. Et donc d'améliorer nos procédures d'évaluation de la qualité de l'eau. En fait, on essaye d'être encore plus précis dans le diagnostic qu'on pose. Et donc pour ça, en fait, on a échantillonné des poissons dans le Goyen, à Pont-de-Croix, et on les a ramenés au Cèdre pour après les exposer. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le plan d'expérimentation. Donc on avait des témoins qui n'étaient pas exposés aux pesticides. On avait une concentration faible en pesticides et une concentration élevée qui était un tout petit peu plus élevée que ce qu'on pouvait trouver dans l'Orne. Parce que bon, quitte à faire l'expérience, il fallait qu'on soit sûr d'avoir un signal, une réponse du poisson. Donc ça n'a pas tué le poisson, mais on était sûr de voir quelque chose. Voilà. Et on a fait des analyses des prélèvements de foie pour la protéomique, de sang pour tout ce qui est système immunitaire, puisque si vous vous rappelez bien, c'est un des premiers systèmes qui est impacté comme nous quand on est malade, et aussi tout ce qui est mitochondrie, donc la respiration du poisson, donc ça c'est pour le stress de manière générale. Voilà. Et par contre, j'ai pas de résultats à vous présenter, puisque c'est en cours d'analyse, j'ai pas pu tout faire en cours de ma thèse, voilà, il a fallu faire des choix, mais c'est à l'heure actuelle, ça va aussi faire l'objet d'une publication. Donc, voilà. Donc merci pour votre attention. Et puis pour conclure, voilà, qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de cette thèse, il y a quand même 6 articles qui ont été produits ou qui sont en cours de production. Donc on en a 3 qui sont publiés, donc sur le suivi de la Seine, sur Lubrizol, et un premier qui est sorti sur les estuaires bretons. On en a 2 qui sont soumis à l'heure actuelle, donc la deuxième partie sur les estuaires bretons et sur les lipides. Et puis je suis en train d'écrire celui sur l'expérimentation animale au Cèdre. Donc voilà, j'attends vos questions, si Stéphane veut rajouter. Écoute, Jennifer, merci beaucoup pour cette présentation. Il est déjà pratiquement midi. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Je vous laisse la parole. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous remercier d'avoir pris le temps d'assister à cette présentation de Jennifer. Jennifer, je te dis un grand merci. Encore bravo pour ta thèse et cette valorisation derrière. Et puis, écoutez, je vous dis bon appétit, belle journée, et puis peut-être à une prochaine fois dans le cadre d'un webinaire. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.